foie, le muscle, c'est très rare. Et il y a des cellules qui, malheureusement, pour l'instant, ne se renouvellent pas. C'est les cellules myocardiques et les neurones. Alors, l'apoptose, comment ça se voit? Je vous ai déjà montré un petit peu là sur les glandes coliques. Ben, voilà d'autres aspects. Ici, vous voyez le noyau. Par rapport aux cellules d'à côté, ben, en fait, le noyau est complètement condensé. Chut. Le noyau est complètement condensé. Ici, le noyau, il est éclaté. Donc, c'est le stade de fragmentation. Et ici, en fait, le noyau et la cellule qui était en apoptose sont pris en charge par un macrophage que vous voyez ici. J'en fais le tour. Et en fait, le noyau du macrophage est ici. Et dans le cytoplasme, vous avez les débris cellulaires. Alors ça, c'est une lésion de GVH cutanée. Je vous ai montré une lésion de GVH digestive. Donc comme c'est la moelle que vous avez greffée qui reconnaît tous les constituants du receveur, ben, il reconnaît tout. Et donc potentiellement la peau. Et donc la GVH cutanée, quelque chose de très classique dans les allogreffes de moelle osseuse. Et vous avez ici, vous voyez, tout l'épithélium est tout à fait bien. Et vous avez ici une cellule qui est en apoptose, une cellule unique. Alors quand on a une cellule unique en apoptose, ce n'est pas très gênant, c'est une petite GVH. Lorsque vous avez beaucoup de cellules, ben, la gravité de la GVH est fonction bien sûr du nombre de cellules en apoptose. Ici, c'est ce que je vous en ai parlé un petit peu, c'est dans les hépatites chroniques. Vous savez que dans les hépatites chroniques, on évalue l'activité de l'hépatite. Et l'évaluation de l'activité se fait par l'évaluation de l'inflammation. Je ne sais pas qui fait, mais... Et donc l'inflammation qu'on voit ici très bien, ce sont des petits lymphocytes. Et au centre, vous avez un hépatocyte, donc c'est ces cellules-là. Mais cette cellule-là, elle est en apoptose. Vous voyez qu'elle est complètement condensée, recroquevillée sur elle-même, avec ici tous les petits lymphocytes qui sont autour et qui, eux, ont induit le signal de mort de la cellule. Donc ils ont dit, vas-y, tue-toi, et elle s'est tuée. C'est bête, hein? C'est comme ça. Dans d'autres situations moins sympathiques, dans le lymphome du Burkitt, c'est un cancer des cellules lymphocytaires, et bien ici, vous avez ce lymphome, cette tumeur, elle est caractérisée par une importante activité mitotique. Vous voyez ici une mitose. Vous en avez encore une ici, et une importante activité apoptotique. Et cette activité apoptotique, elle se traduit par le fait que vous avez beaucoup de macrophages qui viennent manger les cellules apoptotiques. Et très joliment, on appelle ça un aspect en ciel étoilé. Et voilà, ça donne cet aspect-là, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de macrophages qui parsèment la tumeur et qui sont là pour en fait prendre en charge les cellules qui sont apoptotiques. Et donc, vous voyez que tous ces macrophages, eh bien, en fait, ils ont beaucoup de débris cellulaires dans leur cytoplasme. C'est absolument pas spécifique de ce lymphome, hein, je vous le dis tout de suite. C'est spécifique du fait que vous avez une activité apoptotique et que donc notre organisme, il est conditionné pour prendre en charge ces cellules apoptotiques et les débarrasser pour ne pas induire d'inflammation, pour ne pas induire de relargage de molécules qui éventuellement pourraient donner des lésions par elles-mêmes. Alors, il y a une situation où l'apoptose elle-même est à l'origine de la tumeur. Et donc, c'est un lymphome, c'est une autre tumeur ganglionnaire des lymphocytes qui s'appelle le lymphome folliculaire, qui est caractérisée par une translocation, donc une anomalie moléculaire des cellules tumorales. Cette translocation, c'est une translocation entre le chromosome 18 et le chromosome 14. Le chromosome 18 porte BCL2, le chromosome 14 porte le gène des immunoglobulines. Et donc, en fait, c'est un lymphome qui va surgir dans les follicules lymphoïdes du ganglion, dans le centre germinatif du follicule lymphoïde du ganglion. Et lorsque vous avez un réarrangement des chromosomes 14, 18, et que donc il y a ce réarrangement entre les gènes des immunoglobulines et BCL2, en fait, dans le centre germinatif où vous êtes censé avoir la réponse immunitaire B qui se met en place, donc avec, pareil, sélection des lymphocytes B très spécifiques et donc élimination de ceux qui ne sont pas spécifiques, là, au lieu d'avoir la mort des cellules qui ne sont pas spécifiques, bah, tout le monde reste. Et donc ça prolifère, et donc ça induit une lésion tumorale. Donc c'est le lymphome folliculaire. Voilà, donc ça c'est un ganglion normal, avec un follicule lymphoïde. Le follicule lymphoïde, c'est la zone B hein, dans le ganglion. Le centre germinatif, ici c'est un marquage avec BCL2. BCL2, c'est une protéine anti-apoptotique. Donc je vous ai dit, lymphome folliculaire, réarrangement IGH BCL2. Donc BCL2, c'est une protéine anti-apoptotique. Et donc, lorsque dans une situation normale, un centre germinatif, il y a de la mort, il y a de la mitose, ça bouge beaucoup. Et vous n'avez pas d'expression de cette protéine anti-apoptotique. En revanche, vous l'avez dans la périphérie du follicule lymphoïde. Dans un centre germinatif normal, je vous ai dit,
Ça, ce n'est pas spécifique d'une tumeur. En effet, vous avez énormément de macrophages avec ces particules de cellules qui sont mortes dans le sang germinatif et qu'on prend en charge. Donc, beaucoup de macrophages avec ce qu'on appelle des corps tingibles ou des corps apoptotiques. Dans la situation du lymphome folliculaire, vous avez un réarrangement IGH-BCL2. Le centre germinatif que vous voyez ici très bien, eh bien, il exprime BCL2. Et en fait, dans ce centre germinatif, vous avez une prolifération de lymphocytes B qui vont donc donner le lymphome folliculaire, la tumeur. Donc on arrive en 10 minutes, je vais vous faire rapidement les acteurs de l'inflammation. Mais vous voyez que ça se suit. Les acteurs de l'inflammation, si vous avez eu des cours d'immunologie, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'immunologie. Non. Bon, alors je vais essayer de faire simple. L'inflammation, ça fait appel à tous les acteurs de l'immunité d'un individu. Et vous savez qu'un individu, il vit parce qu'il a un système immunitaire. Pour preuve, c'est que les enfants qui ont des déficits immunitaires complexes, variables, mais sévères, eh ben, ils ne vivent pas dans l'atmosphère ambiante. Donc c'est vraiment notre ligne de défense. Et cette ligne de défense est très complexe, très intelligente. De temps en temps, elle se fait contourner par plein de situations, mais c'est quand même quelque chose de très adaptatif et très dynamique. Il y a plusieurs lignes de défense, comme toute défense. Il y a la première ligne, qui est la première, qui est absolument non spécifique. C'est l'immunité innée. Ce sont des cellules qui n'ont pas besoin d'avoir été éduquées pour reconnaître une protéine sur une cellule, pour dire « oh là là, cette cellule-là, il faut que je l'élimine ». Non, pas du tout. C'est des cellules dont le premier rôle, c'est de faire l'urgence, c'est de faire le rapide. C'est les macrophages. Les macrophages, il y a une cellule apoptotique. Ça, cette cellule, il faut s'en débarrasser tout de suite. On ne va pas réfléchir 300 ans. Donc on s'en débarrasse tout de suite. C'est les phagocytes, c'est les cellules phagocytaires qui vont prendre en charge ces cellules. Donc ce sont des cellules extrêmement efficaces qui patrouillent dans l'organisme et qui vont donc prendre en charge très rapidement une alerte, je dirais, pour le système immunitaire. Et puis après, il y a la deuxième ligne de défense qui, elle, est beaucoup plus intelligente, qui est beaucoup plus spécifique, qui a une mémoire des choses, qui se dit, tiens, ça je le connais, je l'ai déjà vu il y a 3 ans, je t'aurai cette fois-ci en 2 jours et pas en 2 semaines. Donc, voilà, c'est vraiment deux choses qui sont très complémentaires et qui se traduisent sur les coupes histologiques. Lorsque vous regardez, ben, vous voyez des neutrophiles, donc vous voyez des cellules d'immunité innée et des cellules de l'immunité adaptative. Ça ne veut pas dire forcément qu'elles sont là parce qu'il se passe quelque chose d'important. Elles sont aussi là parce qu'elles sont là en patrouille et qu'elles sont là de façon normale. De temps en temps, vous allez les retrouver dans des situations où c'est tout à fait anormal de les voir là et qui témoignent d'une lésion. Mais en général, la lésion est visible. Parfois, la lésion n'est pas visible. Vous n'avez que le témoin de l'immunité. Vous dites, il se passe quelque chose à côté. Et donc, je vais peut-être rechercher une cause. Voilà. Alors donc, toutes ces cellules de l'immunité, elles ont une cellule souche. Cette cellule souche, en fait, elle va donner naissance à toutes les cellules qui vont intervenir dans l'immunité. Vous avez d'une part les cellules lymphocytaires, donc l'immunité adaptative. Les cellules naturales killer, qui sont un type particulier de cellules qui appartiennent plutôt à l'immunité innée parce qu'elles n'ont pas de reconnaissance antigénique, elles ne sont pas éducables de la même façon qu'un lymphocyte. De l'autre côté, vous avez les cellules myéloïdes. Les cellules myéloïdes, c'est elles qui vont vous donner les cellules que vous avez dans le sang, c'est-à-dire les globules rouges, les plaquettes, les granuleux. Et puis les cellules très particulières qui sont les cellules monocytes macrophages et les cellules dendritiques qui sont donc des cellules macrophages histiocytaires qui sont des cellules très intéressantes parce que ce sont des cellules qui interviennent à la fois dans l'immunité innée simple et dans l'immunité adaptative parce qu'elles sont en général une jonction entre les deux modes d'immunité. Alors toutes ces cellules en fait communiquent entre elles par différents moyens, soit directement via des récepteurs qu'elles portent sur leur surface, soit par la sécrétion de molécules, des cytokines, des chimiokines, qui elles-mêmes ont des récepteurs sur les cellules. Et donc, en fait, une cellule qui va sécréter une cytokine, si elle rencontre une cellule qui a le récepteur pour cette cytokine, cette cellule va comprendre ce que l'autre essaye de lui dire. Lui dire de proliférer, de ne pas proliférer, de se transformer dans une cellule plutôt adaptée à des bactéries, plutôt à des champignons. Voilà, différentes situations. Donc, ça donne une complexité de toute cette interaction entre les cellules de l'immunité. De façon plus pragmatique, je vous ai dit, quand vous regardez un tissu, vous les voyez, ces cellules d'immunité. Ce n'est pas des cellules extraordinairement rares ou extraordinaires. Vous les voyez. Alors ici, par exemple, une chose qui est très simple, c'est du pus. Le pus, vous connaissez. Le pus, c'est quoi?
c'est de la nécrose cellulaire avec de la fibrine. La fibrine, c'est une protéine qu'on a dans le sang. Et des polynucléaires neutrophiles altérés, morts. Parce que de temps en temps, l'agression du système immunitaire par, je ne sais pas, des bactéries, par un traumatisme, induit quand même la mort des cellules immunitaires. Elles aussi, elles sont tout à fait capables de mourir. Elles font comme les autres. Et donc ça s'appelle du PU. Ça, c'est des lésions que vous voyez, par exemple, au contact d'une ulcération. Vous accrochez un bout de peau, là, vous arrachez bien profondément un bout de peau, vous avez une ulcération, vous allez avoir un petit peu de PU. C'est normal. Si on fait un prélèvement dans l'ulcération, vous allez voir l'ulcération, donc vous faites le diagnostic d'ulcération. Si vous faites à côté, mais que vous avez cette zone-là, vous dites, probablement j'ai une ulcération à côté, mais je ne l'ai pas vue. Alors évidemment, sur la peau, vous allez me dire, bah, c'est évident, oui, mais dans d'autres situations, c'est moins évident. Lorsque vous faites une endoscopie, quelqu'un qui a la diarrhée, un truc comme ça, vous faites une biopsie, vous ne voyez pas grand-chose, mais vous faites une biopsie, vous tombez sur une zone où vous avez un peu de pus, un peu de polynucléaire neutrophile, vous dites, ah, mais il y a une ulcération, il y a quelque chose en fait. Donc ce n'est pas quelqu'un qui se plaint de rien, c'est vraiment, il y a vraiment une lésion sous-jacente. Donc très rapidement, parce qu'on est à 3 minutes de la fin, donc je vous ai dit, donc les différentes cellules, je vais vous les énumérer un petit peu rapidement. La population des phagocytes mononucléés, c'est vraiment une population très intéressante, je vous ai dit, parce qu'elle est vraiment, alors elle fait une diversité d'activités absolument incroyable. La cellule qui circule s'appelle le monocyte, c'est celui que vous le trouvez dans le sang. Dans les tissus, elle va se transformer en cellules avec plein de noms. Alors, ça paraît un peu incroyable qu'on mette autant de noms différents. C'est-à-dire qu'au départ, on ne savait pas que c'était la même cellule. C'est vraiment la présence d'outils qui nous permettent vraiment d'étiqueter chaque cellule, qui nous permet de dire, en fait, c'est la même origine. Et donc, vous voyez que selon les tissus, on va les appeler d'une façon ou d'une autre. Le macrophage alvéolaire, c'est dans les alvéoles. La cellule de Kupfer, elle est dans le foie. Dans les sinus ganglionnaires, dans le ganglion, dans la rate, on appelle ça souvent des histiocytes des sinus. Les ostéoclastes, qui sont des cellules associées à l'os et qui sont là pour faire le renouvellement osseux, c'est aussi des cellules de la même origine. Dans le cerveau, ça s'appelle des cellules de la microglie. Donc vous voyez différentes dénominations pour la même cellule qu'on retrouve de façon très large dans la plupart des tissus. Et puis je vous ai dit, l'intérêt de ces cellules, c'est qu'elles ont des rôles, par exemple, de phagocytes, très importants, mais elles ont aussi des rôles de présentation d'antigènes. Et donc ça, dans l'immunité adaptative, je vous ai dit, c'est la reconnaissance d'un antigène par un lymphocyte. Eh bien, pour que cet antigène soit reconnu par un lymphocyte, il faut qu'il lui soit présenté. Le lymphocyte tout seul est aveugle, en fait. Il lui faut quelqu'un qui lui montre l'objet et qui lui tape sur l'épaule et qui lui dit, tiens, ça c'est important, il faut que tu le reconnaisses. Et donc ça, c'est ce rôle-là qu'elles vont jouer. Et vous comprenez tout de suite que, bien sûr, dans la reconnaissance d'un antigène, dans la réponse immunitaire adaptative, c'est très important. Dans l'inflammation, ces différents acteurs peuvent se retrouver avec un mixte, enfin un mélange qui peut être très hétérogène en fonction du type de lésion. Alors je vais vous montrer quelques exemples. Donc ici, ce fameux macrophage qui mange, il est phagocytaire, c'est un phagocyte. Son rôle, il est clair, là, je mange des débris cellulaires. Ici, ce sont des cellules, vous voyez, c'est la même origine en fait, mais vous voyez bien que morphologiquement, ça n'a pas du tout le même aspect. Vous voyez ces cellules qui sont des cellules histiocytaires qui ont cet aspect un peu contourné, un peu comme une serpillière qu'on aura tordue. Ici, un petit peu plus fort grossissement. Vous voyez qu'elles ont cet aspect un petit peu plus clair. Souvent, elles ont des noyaux assez clairs par rapport au lymphocyte. Ici, un petit lymphocyte. Vous voyez que le lymphocyte est beaucoup plus sombre, un matériel chromatinienne qui est beaucoup plus resserré et a cet aspect beaucoup plus sombre et un cytoplasme beaucoup plus clair, beaucoup plus réduit. Ici, une cellule géante multinucléée, les fameuses cellules géantes multinucléées. Vous voyez qu'ici, ce dont je fais le tour, c'est une seule cellule. Par rapport à ces deux cellules, vous voyez que la différence de taille est très importante. C'est vraiment une cellule géante. Voilà, donc très rapidement, parce qu'on arrive au bout. Les cellules lymphocytaires, je vous ai dit, appartiennent à l'immunité adaptative. Vous reverrez en cours d'immunologie, ce sont des cellules très diverses qui ont chacune des fonctions très particulières et qui sont souvent indiquées par leur environnement, par les cytokines qui les entourent, par les cellules qu'elles rencontrent, pour savoir si elles vont plutôt aider à un certain type d'immunité contre, je vous ai dit, des mycobactéries, des bactéries, des agents viraux, des agents mycologiques. De même, les lymphocytes B, leur rôle ultime, c'est de sécréter des immunoglobulines, très important de nouveau pour l'immunité. Et là, c'est pareil, c'est en fonction de ce qui les entoure, des molécules qui les entourent, qui vont sécréter ces immunoglobulines, spécifiques ou pas d'un antigène.
Bon, ça, je vais passer parce que ça c'était pour vous montrer un petit peu le cheminement de ces lymphocytes qui sont donc fabriqués dans la moelle, qui vont passer dans le sang et qui vont aller dans le thymus pour acquérir leur spécificité, leur différenciation. Et ce que je vous ai dit, c'est vraiment un organe très important, le thymus. Voilà, ça, c'est tous les sous-types de lymphocytes T. Voilà, et pour la moelle, pour les lymphocytes B, c'est exactement pareil. Ils sont faits dans la moelle, sauf que eux, en fait, leur sélection ne va pas se faire dans le thymus, mais elle va se faire dans le ganglion, en fonction des antigènes qu'on va leur présenter. Voilà, et donc ça, c'est la dernière diapositive. C'est pour vous montrer un petit mix de toutes ces cellules. Vous voyez ici, ce que je vous ai montré avec une petite étoile, c'est un plasmocyte, donc c'est un lymphocyte B à son stade ultime de maturation. Il va sécréter des immunoglobulines. Vous en avez plusieurs. Vous voyez que la même cellule peut avoir des aspects un tout petit peu différents, mais quand même, finalement, des caractères qui font qu'on peut les reconnaître, même si elles sont toutes un petit peu différentes. Ici, une cellule allongée qui est probablement une cellule du stroma. Ici encore un lymphocyte plasmocyte, ici un histiocyte, ici un lymphocyte. Vous voyez, un mélange de cellules qu'on est capable de reconnaître morphologiquement. Et puis après, c'est dans tout le contexte que vous allez pouvoir interpréter la lésion, de savoir s'il s'agit d'un granulome de tuberculose ou d'une inflammation non spécifique due à un corps étranger ou à autre chose. Et j'ai fini.